Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouveau live FAQ, 4e ou 5e partie, je ne sais même plus, je le verrai quand je serai en train de créer la vidéo. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par des questions de Sacha du 54 qui m'a posé des questions de puissance critique. Ce sont des questions assez simples, enfin simples. Elles m'ont déjà été posées sous une certaine forme dans des critiques, enfin dans des FAQ précédentes, donc je vais passer rapidement dessus. Que penses-tu, de la disparition de la chaîne État Critique? C'est bien que Anto il ait pu arrêter avant qu'il n'en ait vraiment pas envie et qu'il s'aborde sa propre chaîne. Et concernant Matt, c'est bien qu'il ait aussi lâché l'affaire et qu'il n'ait pas pris le relais par la suite. Mais de toute façon la chaîne était vouée à disparaître. Je la voyais pas continuer avec un rythme aussi lent de critiques dont un petit tiers qui valait pas grand chose parce que c'était des critiques de films, alors des nanars, des trucs, on s'en tape quoi. Les mecs ils étaient suffisamment en retard ils prenaient leur temps pour s'occuper de films de moins que rien quoi. Je trouve ça fou quoi. Le film mettait plus d'1 an pour traiter l'année 2001 par exemple. Avec ce genre de choses, c'est sûr que ça pouvait que se vautrer. Et bien sûr, l'idée de la chaîne qui était de constater une évolution depuis 1998, je crois, une évolution dans les styles, dans les réalisateurs, tout ça. Bien sûr, on ne voyait jamais l'évolution. Donc, le concept d'évolution chronologique du cinéma, tout ça, c'était de la chiasse. Parce que dès qu'on faisait un bilan de l'année, ils étaient incapables, que ce soit l'un ou l'autre, de faire vraiment un bilan avec des choses qui émergent. Une fois, Matt, il avait fait un truc qui était le cinéma des années post 11 septembre. Il essayait de brasser un truc un petit peu plus large. Là, tu te dis, c'est peut-être un peu le but de la chaîne. Mais c'est le seul truc qui était sur toutes les vidéos qu'il a pu faire, un seul truc qui faisait à peu près une histoire de bilan. Mais autrement, la chaîne était juste une succession de petites critiques et pas quelque chose qui devait brasser une évolution. Donc pour moi, le thème de la chaîne était raté, le coche était raté, et c'est peut-être bien que ça soit arrêté comme ça. N'as-tu pas l'impression qu'on a perdu quelque chose d'important pour ceux qui aiment la critique de cinéma? Non. Pas avec cette chaîne-là. Que penses-tu de la chronique du daron globalement? Oh, on me l'a déjà posé cette question. J'ai cru comprendre qu'il allait faire sa dernière chronique. Là aussi, c'est une chronique, il a peut-être plus le temps et tout ça, donc il préfère raccrocher et s'occuper d'autres choses. Tant mieux pour lui, hein. J'espère qu'au moins sa dernière chronique sera un truc sympa et pas un gros troll. Et le pire, c'est qu'il serait capable de faire du gros troll. Hein. Sacré daron, va. Ouais, c'est des vieilles chaînes, alors je m'en fous un petit peu, quoi. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, j'adore le mec comme il s'avance aussi sur quelque chose. Étant donné que la Critception de Mister 3D soit abandonnée. Bon, déjà, c'est pas soit abandonné, mais c'est pas grave. Et puis, elle n'est pas abandonnée puisque j'ai toutes les vidéos sur le PC. Mais bon, ça, les gens ne le savent pas. J'ai tout téléchargé avant que sa chaîne disparaisse. Donc moi je peux encore la faire si je la veux. Cette Critception de Mister 3D. As-tu envie de faire une autre sur Chroma ou In The Panda? Non, pas forcément. Chroma de toute façon c'est quasiment pour faire la même chose que Crost. Je pense avoir été assez clair avec Crost. Je vois pas pourquoi je devrais faire un duplicata pour Chroma. Étant donné qu'il y a peu de choses qui varient entre les deux. Et In The Panda, il a jamais arrêté vraiment sa chaîne. Et il l'a dit d'ailleurs dans les dernières vidéos. Donc c'est plus, mais je vais faire des vidéos qui sont plus à mon goût. Ouais, en gros, t'as pas les couilles d'arrêter ta chaîne, quoi. Donc bon, dans les deux cas, ça peut pas fonctionner comme ça. La Critception de Mister 3D, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Que penses-tu de l'évolution des analyses de Durandal de Michael J? Michael J, je m'en fous parce que je crois pas que je sois un public ciblé par ce gars-là. J'ai jamais été le public ciblé par ce gars-là, donc pour moi ça me touche pas. Et Durandal, s'il pouvait en sortir des analyses, hein,
Au lieu de se tourner les pouces pendant une semaine, sortir une vidéo et après re-tourner les pouces. Je sais pas ce qu'il fout de ces journées. Hein. Franchement, si c'était pour faire des évolutions, un logo qui tourne sur lui-même, une petite intro et que ça lui prend autant de temps, c'est que c'est pas la bonne évolution de vlog à faire. Hein. Oh là là, quel flemmard celui-là. Et en termes d'analyse, ben... c'est random, c'est aussi random que... Le problème, c'est que personne lui dit, donc lui, il a l'impression de faire un énorme travail formidable. Je crois que Durandal serait tellement mieux s'il avait un contre-pouvoir. Il en a pas, d'ailleurs c'est comme Michael J. Hein. Ces deux-là n'ont aucun contre-pouvoir, donc les mecs se croient incroyables avec leurs réflexions ou leurs analyses. S'ils avaient un petit peu quelqu'un d'autre pour leur mettre des bâtons dans les roues, je crois qu'ils seraient beaucoup plus humbles, et d'une, et de deux, leur contenu serait plus percutant. Et plus pédagogique, parce qu'ils devront vraiment faire la démarche d'argumenter envers quelqu'un qui mettrait à mal leur savoir, tout simplement, et leur façon de s'exprimer aussi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argumentation, mais il faut aussi savoir communiquer autour. Et je trouve que Durandal, étant donné qu'il est tout seul... monolithique devant sa caméra, eh bien, ça manque des réparties en face, quoi. Et les quelques fois où il était en face de quelqu'un d'autre, eh bien, tout d'un coup, ça devenait beaucoup plus intéressant, le dialogue, mais aussi tout d'un coup, les moments où il était énervé, il semblait beaucoup plus minable, beaucoup plus ridicule. C'est ces petites crises-là qu'il fait régulièrement devant l'écran, devenaient tout de suite beaucoup plus ridicule, ce qui le forcerait après à se remettre en cause, à arrêter, à faire ses simagrées et à agir un peu en tant qu'adulte face à un film. Mais bon, le public paye en quelque sorte pour avoir ses simagrées, il va continuer à les faire, jusqu'à ce qu'il arrête parce qu'il se rend compte que c'est un peu con. Dernière question, de mémoire, BenX t'a mis mal à l'aise. As-tu envie de faire un jour une critique de ce film? Oui, des films comme ça, des films qui me touchent beaucoup. Je sais pas, je pense pas. Il y a des films qui seraient plus faciles d'approche pour moi que des trucs comme BenX. Non, je pense pas. Ou alors, c'est que j'ai trouvé une manière de canaliser les angoisses que je peux avoir devant le film ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Des films sur les relations sociales ou des choses comme ça, que j'arrive à les canaliser pour expliquer clairement pourquoi ça me touche. Voilà. Donc... ça, c'est juste une affaire de faire un travail sur soi, mais est-ce que j'ai envie de le faire pour vous servir le film? Je trouve que c'est un trop gros travail à faire sur soi pour finalement livrer une critique, en plus d'un film qui n'est pas du tout connu, qui sera vu par une poignée de personnes. Donc, pour moi, je vois pas l'intérêt, que ce soit BenX ou d'autres films, de faire ce travail-là sur moi. Et puis il y a des films qui sont tout aussi intéressants que BenX qui me feront pas autant mal que je pourrais faire en critique. Donc c'est un trop grand mal pour un peu de bien. Je cherche pas à vous convaincre de l'émotion que je peux avoir vis-à-vis de ce film. Donc pour moi ça sert à rien de vous le proposer sur la chaîne. Et on enchaîne avec une autre question. Bah tiens, on va faire la question de Damien 666. Je crois qu'elle est assez courte. Je vais me restreindre en citant 5 films qui pour moi ont une grande importance personnelle dans le cinéma des années 60. Ensuite, je te poserai une question sur ton ressenti vis-à-vis de ces films-là. En voici quelques-uns. Le Kid, La poursuite impitoyable, Dans la chaleur de la nuit, Bonnie and Clyde, et on achève bien Les Chevaux. Tous ces grands films classiques ont enrichi de belle manière les années 60. Où mettrais-tu quelques bémols sur certains films de cette liste? Pour prolonger ma question, quels 5 autres films de cette décennie-là rajouterais-tu car indispensables te concernant aussi? Déjà, moi je n'ai pas vu Le Kid, La poursuite impitoyable, je n'ai pas vu Dans la chaleur de la nuit, je n'ai vu que Bonnie and Clyde et On achève bien les chevaux. Je vois pas pourquoi On achève bien les chevaux serait à classer dans les années 60 en particulier. Le film est superbe, mais je vois pas pourquoi il aurait un traitement de faveur. À moins que justement il y ait quelque chose qui m'échappe, mais par rapport à Bonnie and Clyde, qui a une influence certaine qui a influencé le meurtre de Kennedy, mais aussi qui influence de son côté, On achève bien les chevaux, ça m'échappe un petit peu. Mais je vous conseille, On achève bien les chevaux. C'est très surprenant comme histoire. Hein. Mais je ne vois pas en quoi il aurait un statut particulier celui-là par rapport à Bonnie and Clyde. Et les autres, je les ai pas vus, donc je peux pas m'avancer.
Je vais pas m'avancer davantage, mais oui, Bonnie and Clyde, je suis d'accord que par rapport à cette liste, c'est plutôt important à mettre en valeur. Mais tu vois, moi je mettrais à la place de On achève bien les chevaux, je mettrais The Swimmer par exemple. Je mettrais The Swimmer, je mettrais... alors, on parle bien années 60 sans restriction de quelle que soit la sorte de restriction. Non, il précise pas cinéma américain. Donc moi je rajouterais Guerre épée de Bondarchuk. Donc ça fait 2 films. Et 3 films qui restent. Je mettrais peut-être La planète des singes. Ça fait 3 films. J'ai vraiment un trou de mémoire sur années 60. On l'avait fait en plus la dernière fois, c'est incroyable, je m'en souviens plus. Je suis pas très western, donc j'ai tendance à pas vouloir en mettre forcément. Même si les westerns principaux, je les ai vus. Mais pour moi, je sais pas, je suis pas très sensible au western. Qu'est-ce que je mettrais comme... Ben, par exemple, La colline des hommes perdus. Il est sorti en 65. Et je mettrais... Oh, des Hitchcock, ils sont quand même sacrément vieux. Hein. Ils ont pris un coup de vieux, les Hitchcock. Je mettrais Laurence d'Arabie. Et je crois qu'on y est. Docteur Givago, je l'ai pas vu. Ça, il faut que je le rattrape. Ça, je le sais que faut que je le rattrape. Mais bon, vous savez, faut se mettre en condition pour regarder un film aussi long. Je peux pas le lancer comme ça en mode allez, on y va. Il faut que je me prépare. Généralement, quand je me prépare après pour réceptionner le film, ça se passe mieux que si je le lance comme ça en n'étant pas sûr que je tiendrai jusqu'au bout. T'avais pas dit que t'aimais pas Guerre épée? Ah, celui de King Vidor peut-être bien, mais celui de Bondarchuk, j'ai jamais dit que je n'aimais pas. Hein. J'ai jamais dit ça. Tu as la grosse tête selon toi? Point d'interrogation. Ben, c'est drôle que tu me poses ça, Cinéma Paradiso, parce qu'il y a un mec dans les commentaires qui trouvait que j'ai cherché la consécration. C'était sous je sais plus quelle partie des FAQ. Et j'ai du mal à voir quels sont les éléments, comme par hasard il a rien dit, qui l'ont amené à penser une chose pareille. Si je voulais chercher la consécration, je ferais certainement pas une critique négative de Crost. Ça, c'est presque anti-consécration, parce que c'est presque l'inverse, quoi. On va se recevoir des pluies d'insultes que plutôt être célébré. Donc, je vois pas en quoi c'est une consécration, s'il pensait justement à cette critique de Crost. Et en fait, je vois pas, mis à part peut-être cet élément-là, qu'est-ce qui l'amènerait à penser une chose pareille. Est-ce que toi, Cinéma Paradiso, tu as des éléments, un argumentaire qui te donne cette impression que je pourrais avoir la grosse tête? Parce que dès qu'on arrive sur ce genre de questions, enfin de réflexions qu'on a pu des fois me dire à intervalles réguliers sur la chaîne, dès que je demande des arguments, eh ben il n'y a plus personne. Donc soit c'était d'une gratuité sans pareil, soit la personne était juste incapable de dire des choses sérieuses vis-à-vis de ce qu'elle disait. Il ne s'agit pas de se taire à propos de ces questions-là. Dieu merci, je pense qu'on est dans une communauté raisonnable et qu'on peut débattre de ces choses-là et que jamais j'ai fermé la porte à précisément des gens qui me disaient ce genre de choses, sauf que généralement je n'ai pas de répondant en face. Donc si tu as quelque chose à me dire par propos de ça, ben, je t'en prie, dis-le moi. Moi j'en ai pas l'impression. Probablement aussi que j'en ai pas l'impression parce que j'ai pas vraiment fait évoluer mon contenu. Ça c'est bien vrai, il y a des gens qui sont venus il y a des années et qui reviennent et ils ont vu que c'est exactement la même chose. Au final, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'évolution, je pense, de ma part en termes de moyens apportés, donc peut-être une fierté qui serait déplacée par rapport au contenu que je fais, étant donné que je fais toujours le même, il n'y a pas eu d'évolution de quoi que ce soit. Donc je pense pas qu'il y ait eu une évolution aussi dans l'égocentrisme. Au contraire, j'ai presque réduit le truc, puisque pour certaines vidéos, dont 2 qui vont sortir aussi, Aquaman et Alita Battle Angel, je ferai venir 2 personnes que vous avez déjà entendu parce que ce sont des gens qui sont très bien, autant Arthur qui sera là pour Aquaman et Alexandre qui est toujours très brillant quand il fait une intervention sur cette chaîne quand on fera Battle Angel.
puisque c'est de la science-fiction. Je me suis dit qu'après Ghost in the Shell et Blade Runner, surtout Blade Runner, il avait été un très bon contre-argumentaire. Moi qui n'avais pas aimé Blade Runner, lui il avait tiré des choses très positives et on a pu débattre ensemble vraiment très bien. Mais je pense que pour Alita Battle Angel, on aura des choses à dire et justement ne pas être seul avec l'avis monolithique, n'est-ce pas, face au film et débattre avec quelqu'un d'autre, ce sera très très bien. Au-delà de simplement donner la parole de façon très polie et après revenir à sa parole à soi en ne prenant pas du tout en compte l'avis de l'autre. Là, je pense à une chaîne en particulier qui fait ça de façon très systématique. C'est pénible à écouter. Le fait de démolir chacun des youtubeurs à chaque début de live, par exemple, tu trouves que c'est un exemple d'avoir une grosse tête? Je trouve pas, non. Et puis, je tiens à signaler que moi, je le fais pas gratuitement comme ça. C'est parce que les sujets que vous me balancez ou les questions que vous me balancez ont rapport avec ces fameux youtubeurs. Donc à un moment, moi, je ne fais que répondre à la question. On me demande mon avis sur machin, je le dis. Et je vois pas pourquoi je devrais faire le faux cul. Si vous arrêtez de me poser des questions sur les youtubeurs, ah bah oui, il n'y aura pas de questions sur les youtubeurs, pas de réponse sur les youtubeurs, donc tu n'auras peut-être pas cette impression que je m'acharne à chaque fois sur les youtubeurs. Mais à un moment, il faut aussi répondre aux demandes de la communauté. Si la communauté veut que je tourne en rond autour de toujours les mêmes sujets, ce sera comme ça, tout simplement. Tous les autres moments de l'année, j'en parle pas, hein. Et c'est comme par hasard, à chaque fois que je fais des FAQ, il y a toute l'artillerie qui sort. Bah oui. Mais autrement, toute l'année suivante, j'en parle pas des youtubeurs. Hein. Il y a rarement de changement par rapport à ça, parce que je vois toujours les mêmes choses. Donc oui, mon avis ne diffère pas, et il n'est pas très positif. J'en suis désolé, mais si vous arrêtiez tous de me poser des questions sur les youtubeurs, il y aurait aucun problème. Donc pour moi, ce n'est pas un problème de grosse tête, c'est juste un problème du public qui me pose, parce qu'ils savent très bien qu'on va taper dessus, allez, on va laisser Valérian leur taper dessus. Certains d'entre vous allumez juste la petite mèche et moi je fais tout le reste. Et si vous n'allumez pas la mèche, il n'y a aucun problème. Hein. Qu'est-ce que tu penses de la colorimétrie au cinéma? Je trouve que le numérique nous a un petit peu enfermés dans une certaine colorimétrie. Autant au début du numérique, il y a certains codes qui revenaient régulièrement, qui étaient plus des marques d'auteur, comme chez Michael Mann, qui était quand même un des premiers cinéastes américains à travailler les couleurs numériques, l'étalonnage, les numériques aussi, à avoir des codes couleurs d'auteur, pourrait-on dire rapidement. Et après, tout cela, je trouve, c'est assez tassé, et il y a des films qui ont vraiment toujours un peu les mêmes couleurs. Même si je suis très surpris, agréablement surpris, de voir le travail couleur assez délicieux à regarder de la dernière bande-annonce de John Wick 3. Les plans où on le voit courir comme ça sous la pluie avec un mélange de couleurs délicieux. Ça, c'est un film qui a l'air très 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 beau en termes couleurs. Mais je trouve que par moment, on a tendance à mettre presque des plans, j'allais dire unichrome. On n'est jamais totalement d'une seule couleur, mais pour aligner des fois plusieurs plans en un seul, j'entends par là, vous savez, les plans avec une composition en fond vert qu'il faut faire correspondre à ce qui a été filmé en vrai. Donc on aligne toutes les couleurs pour former un seul bloc, pour qu'on ne voit pas justement ce qui a été rajouté ou gommé ou recomposé. Et je trouve que ça se voit par moments. Je pense surtout à la trilogie du Hobbit. En même temps, voilà, ce sont les nouvelles techniques d'Hollywood. Je ne saurais pas quoi dire de plus, mais je trouve qu'on a tendance à peut-être faire trop facilement les mêmes couleurs par rapport au code qu'on avait vu avant. Donc voilà, il y a tout est bleu, tout est jaune. Oh là là, c'est le vert aussi quand ils s'y mettent, les gars. J'ai un peu de mal avec les films comme ça qui jouent un petit peu en unichrome. Et aussi à ne pas travailler assez les contrastes. On a toujours l'impression que c'est un peu grisé. La courbe dynamique n'est encore trop voyante. Et ça me désole. Et je pense là
pas forcément au film, mais à tout ce qui est après court-métrage, publicité. On voit encore que c'est gris, bordel. Alors j'ai souvent entendu cet argument, le penseur d'âme, la voix qui fait très élitiste. Franchement, j'ai du mal avec ça parce que je vois pas du tout en quoi elle est élitiste. Pourquoi? Parce que la voix, par moments, elle fait des manières. Parce que je fais des manières quand je parle. Oh là là, c'est n'importe quoi ça. Hein. Parce que les mecs, ils parlent comme des blaireaux aussi. Hein. Quand vous les entendez, les gens dans la rue, c'est précisément ces gens qui disent que je suis élitiste. Quand tu les entends parler, bah oui, tu te dis, ah bah oui, bah bien sûr, c'est normal qu'on me considère comme élitiste dans ma façon de m'exprimer. Quand t'entends les gros blaireaux qu'il y a en face, bah oui, ha. Ah non, alors ça, les mecs qui savent pas aligner deux mots, quoi, qui parlent par langage SMS, alors eux, ils ont tout mon mépris. Hein. Alors, moi, je suis presque content d'être considéré comme élitiste de leur part. Hein. Ils n'ont rien à foutre sur la chaîne dans ce cas-là. Parce que les mecs, ils ont 20 ans, ils croient que j'ai leur âge, peut-être. Alors que moi, j'ai 10 ans de plus. Et les mecs, ils croient que j'ai 20 ans aussi. Oh là là, s'ils savaient. Non, mais des fois, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Et c'est terminé, ça. Hein. Je suis plus un gosse, hein. Alors, c'est difficile de se dire que je suis plus un gosse, mais c'est le cas. Donc, forcément, je m'exprime plus comme un gosse. Et ça leur donnerait l'impression que je suis élitiste. Ah. La vulgarisation effectuée par les gros youtubeurs est catastrophique. J'ai conseillé tes vidéos à un cinéphile qui n'a pas aimé. Dès que tu fais preuve d'un peu d'érudition, tu passes pour arrogant. C'est ce qu'il t'a dit, Aziz? C'est ce qu'il t'a dit quand il a écouté ce que j'avais à proposer? Je pense que ce qui me pose problème, c'est que je suis seul, alors que ce sont des formats longs, alors que souvent les formats longs sont avec quelqu'un d'autre. Là, je suis vraiment tout seul à parler pendant 40, 1 heure, voire plus encore. Ça, c'est vrai que ça peut être un peu dur. On en revient encore à cette histoire de paroles maniérées ou de paroles qui semblent pédantes, élitistes ou quoi que ce soit, alors qu'il n'en est rien. Mais après, j'y peux rien si les gens ils parlent n'importe comment ou ils ont une façon de s'exprimer qui est juste de la grosse daube. Et après, dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de parler un petit peu différemment, oh là là, il est pédant, il est élitiste. Donc pour moi, c'est même pas c'est une valeur qui est nulle, quoi. Donc moi je les laisse dans leur ignorance et puis voilà, ça s'arrête là. Mais je trouve ça quand même malheureux. Hein. Et après, si ces gens ne peuvent pas faire l'effort de passer un petit peu outre ou simplement regarder une autre vidéo qui paraît plus tempérée, ou simplement de me le signaler et moi je leur dis plutôt allez regarder plutôt telle ou telle vidéo que des vidéos critiques où j'ai tendance à être à forcer un petit peu la voix parce que je sais que ça va être un petit peu long. Là, il vaut mieux regarder les analyses où j'ai peut-être la voix un peu plus posée. Après, si la personne sent que je suis pédant, c'est peut-être qu'elle a aussi un petit problème par rapport à ce qui est au propos qui est énoncé. Là, il y a quand même un petit problème. Si la personne juste a la parole, alors que je dois dire des choses qui lui semblent, je pense, tout à fait à sa hauteur, je pense que la personne a un problème de base avec ce que j'énonce. Mais bon, dommage que je ne puisse pas juger la personne à mon tour dans la façon qu'elle a d'exprimer sa cinéphilie. Vous savez, tous ces trucs-là, le film, il a une âme et tout ça. Ah là là. Le film, il a une âme. Bien sûr, bien sûr. Le pire, c'est va faire un film et tu parleras. Alors ça, je l'ai pas entendu sur ma chaîne. Je crois pas l'avoir entendu à mon propos. En tout cas, pas encore. Mais ça, c'est facile à contrer, Aziz, ce genre d'argument. C'est facile. Généralement, le directeur de la photographie, là tu me poses la question, Martin Mèche, quel est le rôle du directeur de la photographie durant le tournage ? Le directeur de la photographie va préparer le plan. Il va préparer le plan avec le chef lumière pour lui demander les éclairages, la température de la lumière, de l'endroit où il veut faire le plan. Il l'aura fait, je pense, au préalable avec l'assistant réalisateur, un découpage de la séquence, bien sûr avec le réalisateur qui va avec, hein, mais lui doit être présent pour les différents, pour le découpage, donc il doit aussi voir un petit peu les choses, comment ça va se dégoupiller pour filmer ce qu'il y a à filmer. C'est quelqu'un qui va organiser le plan, c'est celui qui va tester la lumière.
avec un appareil pour tester la température et tout ça. C'est celui qui va faire très très attention aux éclairages aussi, en extérieur. C'est presque celui qui donne le top départ après pour le plan quand il est prêt. Pour dire que maintenant on peut y aller. Parce que là il y a le nuage qui passe au bon moment, etc. C'est lui qui connaît la lumière de son plan. Donc il pourra dire au réalisateur qu'on est prêt pour faire le plan quand tous les éléments sont alignés pour fabriquer le plan. C'est quelqu'un qui gère aussi. Alors là, par contre, pour le numérique, je ne sais pas ce que fait le directeur de la photographie après. S'il est là avec l'étalonneur ou non. Là, je ne sais pas. C'est un mec très important. C'est un mec qui est très très grassement payé au tournage. C'est un rôle très important. T'es plutôt longue ou courte focale ou 50 mm. J'en sais rien. J'ai pas des plans qui me viennent à la lueur de ces termes. Alors pour moi, c'est compliqué de te dire. Tu me dis longue focale, courte focale ou 50 mm, j'ai rien qui me vient en tête, donc je vois à peine la différence. Enfin si, bien sûr, si on me présente des trucs comme ça, des comparatifs, je verrai la différence, mais pour moi, c'est complètement abstrait, quoi. Là, tu peux mettre ça sur le dos que je suis un monteur et je ne suis pas forcément versé dans le travail des focales, des choses comme ça. Moi, je me souviens du gars qui était à côté de moi quand j'étais en stage, en post-prod. C'était un mec qui passait ses journées à regarder des focales d'appareils photo et de comparer les prix et les spécificités de l'un ou l'autre. Là, tu dis oui, alors là, ce genre de gars, ils savent très bien ce que c'est, longue focale, courte focale, 50 mm et tout le bazar. Bah, alors moi, je voyais ça, je voyais rien, quoi. Pour moi, c'est pas des questions pour moi, ça. Ce ne sont pas des questions pour moi. Je suis pas sensible, j'ai pas monté vraiment de court-métrage ces dernières années, donc c'est des questions, j'y suis pas confronté, donc pour moi ça m'échappe. Et au final, les quelques trucs que je savais de l'école par rapport au focal, j'arrive jamais à me mettre ça dans la tête, et du coup j'oublie et c'est pas grave. Cameron, Spielberg, Michael Mann, tout ça, ce sont des gens qui ont encore le style qui est pas vieux. Donc eux, ils peuvent encore faire venir des gens en salle. T'as vu le dernier... Non, mais t'as vu Twix de Coppola? C'est affreux comme film. Hein. C'est affreux. L'histoire est sympa, mais c'est filmé d'une façon affreuse. Oh, les incrustations, c'est dégueulasse. Alors lui, il sait pas quoi faire du numérique. Hein. Alors là, ça se voit. Hein. Oui, c'est le film avec Val Kilmer, oui. Qui rencontre Edgar Allan Poe pendant qu'il essaie de démêler une histoire avec des vampires. Oh là 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 là, le truc. Alors, en question, j'ai des questions de Anonyme. Il m'en a posé quelques-unes. Quelques questions à ta guise. Eh ben, je te remercie, Anonyme, pour tes questions, le temps que tu as pris pour me les écrire. Alors, déjà, la première, ça me met un peu dans le malaise. Qu'est-il arrivé au cinéma italien pour qu'il perde autant en influence depuis au moins les années 80 ? Je continue pas ta question parce que vraiment le cinéma italien c'est pas ma tasse de thé du tout. Je ne connais pas vraiment le cinéma italien, voire très mal, voire pas du tout. Donc ce serait très très déplacé de ma part d'essayer de me raccrocher à quelques notions et quelques noms que je connais pour essayer de brosser un discours pour faire genre je sais des choses. Et je me suis pas renseigné entre temps vis-à-vis de ta question, donc tu n'as que mon honnêteté et mon ignorance comme réponse, mon cher Anonyme, pour cette question-là. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles précisément et je ne peux pas parler du cinéma italien. J'ai vu quelques films, hein, mais je peux pas brosser un portrait personnel de l'histoire du cinéma italien avec ce que je sais. Avec les quelques films très disparates, très différents que j'ai vus, je peux pas. Ensuite, Scorsese avec son film sur Méliès, Hugo Cabret je suppose, a repopularisé l'idée que c'était en quelque sorte le vrai papy du cinéma que l'on connaît aujourd'hui. Pourtant le cinéma à la façon de Méliès semble être mort avec lui, et tout semble aujourd'hui découler principalement du travail de Griffith. À moins que les deux se valent, point d'interrogation. Là tu fais peut-être un petit amalgame puisque Griffith est quand même plus âgé que Méliès en termes de période forte. Méliès est plus un pendant aux Lumières. On confronte plus Méliès aux Lumières que Méliès à Griffith.
lumière, c'est le principe du documentaire, capter la réalité, même si des fois on a pu le voir, elle est un petit peu fictionnalisée. Et Méliès, c'est la foire, c'est l'enchantement, et les deux du coup s'opposent un petit peu. Oui, pour moi, les deux n'ont pas forcément à voir. Méliès et Griffith sont des cinémas de fiction. Après, le cinéma de Méliès semble être mort, je ne trouve pas, puisque Méliès avait déjà des idées pour de fondu, de surimpression, en quelque sorte de fond vert aussi, puisque je crois me souvenir que les têtes qui gonflent et qui explosent et tout ça, c'était sur du fond noir, comme quoi il avait déjà des idées de trucage sur des fonds uniformes, ce que nous avons aujourd'hui en fond vert. Peut-être qu'il n'a pas développé un langage et un montage, c'est Griffith qui s'en est occupé, mais il a développé tout plein de petits artifices, et surtout un potentiel de visuel, de narration, de situation qui a été exploité par la suite. Donc les deux, je pense, se valent, mais pas du tout pour les mêmes choses. Ils ne jouent pas dans la même catégorie, puisqu'ils sont tout simplement pas prolifiques à la même époque. Méliès, c'est quand même 1900, et de mémoire, Griffith, c'est plutôt 1910. La période phare, j'ai envie de dire. Même Méliès avait commencé avant 1900, hein, bien sûr. Ces gens-là produisaient tellement par an que les dates sont un peu confuses dans ma tête, mais je ne pense pas qu'on puisse les lier. Moi, j'ai tendance à lier les gens par époque, et là, il y a quand même une différence de 10 ans, et en 10 ans, le cinéma a sacrément évolué, donc comparer les deux en pensant que l'un est mort et que l'autre a... Je trouve que c'est un petit peu maladroit, je trouve. Les deux se valent parce que ils ont eu une influence, mais pas pour les mêmes choses, et les deux ne se valent pas parce qu'ils ne sont pas dans la même période, je dirais. Ensuite, un sujet que j'ai traité tout récemment. Le cinéma de propagande d'État / officiel vaut-il le coup d'œil cinématographiquement parlant, ou bien ne peut-il que s'avérer mauvais? Ceux de Ford ou de Kurosawa pendant la guerre ne sont guère reconnus, tandis que ceux de Riefenstahl et de Eisenstein font presque date. Je reviens à La Force occulte, vous voyez. Ce film me lâchera pas. N'hésitez pas à me dire si vous aviez des choses à me signaler par rapport à la critique que j'avais faite de Forces occultes. Il y avait quelques personnes en commentaire qui ont été particulièrement, agacées, je devrais dire, de la façon dont je parle du film. Donc n'hésitez pas, si vous pensez comme eux, à vous manifester dans le chat. On pourra en parler de Forces occultes. Concernant la question, auquel je peux d'ailleurs lier la Forces occultes, qui est pour le coup pas un film cinématographiquement intéressant, hein, que nous soyons bien d'accord sur ça, mais les films de propagande sont plutôt intéressants. Ils sont intéressants pour la forme, ils sont aussi intéressants pour comment former le propos. Et est-ce que certains films de propagande marchent mieux que d'autres, sont moins balourds par rapport à notre œil plus affûté d'aujourd'hui, ou est-ce qu'ils y vont avec le gros carrosse? Je n'ai pas vu forcément des films de Ford et de Kurosawa qui étaient des films honnêtement de propagande, mais j'en ai vu de Frank Capra, j'en ai vu de chez Disney, qui eux sont ouvertement, et ça se voit, il n'y a même pas de fiction en fait, c'est clairement quelque chose qui vante le film de guerre, et c'est plutôt bien fait. Moi je me rappelle quand même, je tiens à vous signaler que j'ai pas fait que Forces occultes comme film de propagande, j'ai fait aussi La Victoire dans les airs, qui est un film Disney, qui mêle en même temps l'animation pour présenter un peu l'histoire de l'aviation, et aussi après une espèce de scientifique qui évoque des stratégies militaires. Donc vraiment le truc très, très austère. Et le film était plutôt agréable à regarder. Plus la première partie que la deuxième, bien sûr, mais c'était plutôt correct. Et le film de Frank Capra que j'ai vu, c'était No My Enemy Japan, qui... était un film sur le Japon, la façon dont les Japonais se comportaient et comment on pourrait vaincre cet ennemi. Et bien sûr, c'était avec des images d'archives, du montage. C'est un film
purement de montage, avec une voix off. Et ce genre de mécanisme de production, j'aime beaucoup. Donc moi, je trouve de l'intérêt, justement, dans la juxtaposition de toutes ces images. Et finalement, c'est un travail qui est honorable et qui est plutôt bien fait. Donc en cela, il ne s'avère pas mauvais. Il peut s'avérer mauvais moralement parce que ça pointe du doigt, etc. Mais si vous faites complètement abstraction de ça, vous trouverez beaucoup, je pense, de films qui sont bien dans les films de propagande. Il y a juste cette morale qui peut vous entacher. Et bien sûr, le côté rentre dedans dans certains films. Que moi, par exemple, dans Forces occultes, je n'ai pas franchement ressenti ça particulièrement. C'est quelqu'un qui a une désillusion et qui le dénonce, et c'est tout. J'en ai pas vu tant que ça. Et j'en ai pas vu qui étaient foncièrement mauvais. Et tu dis, tandis que ceux de Riefenstahl et de Eisenstein font presque date. Bah, ils font date parce qu'ils avaient sûrement plus de moyens que les autres. Riefenstahl avait quand même accès à des athlètes, et il y avait quand même des façons de filmer, et c'est en cela peut-être qu'ils sont mis sur le devant par rapport à d'autres. Il y a eu après des influences notables dans la façon de filmer les corps chez Riefenstahl et la façon de filmer les foules chez Eisenstein. Des suites directes, soit des petits clins d'œil, soit vraiment de véritables hommages, un travail sur la corporalité. Quand moi je vois Les Dieux du Stade, Le Triomphe de la Volonté, je vois aujourd'hui des films comme 300. Zack Snyder, lui, il a vu ce film, hein. Il a vu le film de Riefenstahl, hein. Donc, et ça se voit dans ces films, hein. Le travail sur le corps est incontestable, surtout 300. 300 et la BD de Miller sont influencés, je pense, par des... déjà, ils sont influencés par l'origine même aussi qui a influencé Riefenstahl, c'est-à-dire les statues, l'art grec, les statues grecques, avec ces positions qui vantent le muscle, le corps athlétique, pas le tout bodybuildé, hein, mais le corps athlétique. Et après, il faut filmer ces corps athlétiques, donc bien sûr, voilà, la contre-plongée, avec ces plans où on a ces plongeurs qui sautent et le plan n'arrête pas de tourner, donc on a l'impression que le mec vole. Enfin voilà, ça avait été repris d'ailleurs lors d'un concert, je sais plus quel concert, mais un concert assez enivrant, où on avait quelqu'un qui avait travaillé les images pour donner l'impression que la personne continue toujours de faire son plongeon mais n'arrive jamais dans l'eau, et ça fait vraiment un athlète qui vole dans les airs. Enfin, il y a une réappropriation de ces images, parce que ce sont des images qui ont été très fortes, de même qu'Eisenstein, qui a filmé les foules, mêlé avec son montage des attractions, qui a marqué, plus que des films de Ford, Kurosawa, qui n'avaient peut-être pas autant de marge, de manœuvres artistiques, qui des fois, c'est la faute à pas de chance, hein. Y en a qui sont visibles à certains moments, qui sont des moments clés pour être propagés, littéralement, la propagande, et qu'après, aujourd'hui, on considère ces films comme des grands films en termes d'histoire du cinéma, de patrimoine esthétique, et d'autres non. Donc ça, c'est aussi la chance, hein. J'ai vu quelques autres films, mais je ne saurais plus dire les titres. Quelques films allemands de propagande. Mais c'était des choses un peu plus diffuses. C'était pas directement orienté, mais un peu plus diffuses. Es-tu d'accord pour affirmer, comme le fait par exemple Mr. Bobbin, que malgré tout, quelqu'un comme Michael Bay est un auteur, tel qu'on définit le terme dans le monde professionnel? Tout le monde est un auteur à l'arrivée, si j'ai bien compris, non? C'est un petit peu l'idée qu'évoque Mr. Bobbin à travers sa vidéo. Et d'ailleurs, c'était pas le seul, il a repris le principe, enfin il a repris l'idée à quelqu'un d'autre qui avait fait une vidéo sur Michael Bay qui avait bien marché. C'était une vidéo en anglais, bien sûr. Considérer Michael Bay comme un auteur, c'est y voir aussi des marques et des choses qui travaillent le cinéaste de film en film. Tous ces films sont toujours orientés d'une certaine façon et font état de certaines idées de façon constante. Donc en cela, c'est quelqu'un aussi qui est intéressé par certains scénarios plutôt que d'autres, par certaines idées plutôt que d'autres, aussi idées esthétiques, hein, au-delà de quelque chose d'un petit peu beauf, hein. Et en cela, on peut dire que cette personne a une vision précise qui est la sienne du monde. Et elle fait des choix
dans les choix des scénarios que la personne va traiter, parce que c'est pas un scénariste, Michael Bay, c'est un réalisateur, par rapport à beaucoup d'autres qui sont des auteurs. D'ailleurs, je vais regrouper ça avec une autre question après, qui sont des auteurs parce qu'ils écrivent leurs scénarios. Michael Bay, je crois pas que ce soit le cas. Michael Bay, oui, je le considère comme un auteur. Après, dans un sens, ce n'est pas un auteur très marqué. Vous voyez, c'est un petit peu comme Ridley Scott. Ridley Scott aussi est un auteur, mais il ne faut pas l'entendre comme s'il avait des grosses mimiques. Hein, vous voyez, comme Tim Burton avec ses personnages avec des yeux vitreux et du noir partout. Il y en a qui sont des auteurs, mais qui sont beaucoup discrets. Il y en a qui se voient tout de suite à l'étalonnage de ces films. Alors, vous regardez les films de Pat Snyder, les films de Fincher qui ont des étalonnages assez précis et réguliers en fonction de ces films, une façon de mettre en scène, le montage, la lenteur, les travelling. Je pense que même on peut identifier une séquence de Michael Bay ou une séquence qui ressemble à un film de Michael Bay. Par exemple, la vidéo de Mr. Bobbin faisait état, je crois, de ces fameux travelling circulaires. Et il montrait après Battleship qui essayait de faire la même chose, mais ça marchait pas. Parce que Michael Bay rajoutait quelque chose. Et il le faisait, moi je me rappelle d'un plan de Armageddon qui est superbe. Et je l'avais évoqué avec Chris d'ailleurs, ce plan-là. Le plan où il y a le mec de la NASA qui se retourne. Et derrière, on a les images du vaisseau au début du film qui explose et le travelling va dans le sens inverse du mouvement du personnage. Et donc, ça donne une dynamique complètement confuse et étourdissante. Et ça, c'est un mouvement à la Michael Bay. Et il n'y a que lui qui fait un truc comme ça, d'ailleurs. Donc ça, c'est une patte. C'est une petite idée esthétique. Oui, je pense qu'on peut le considérer comme un auteur, mais pas comme un auteur comme on pourrait dire pour une autre personne. C'est moins voyant, mais encore une fois, il y a eu ces quelques vidéos qui disaient que Michael Bay est un auteur, parce que les gens ont travaillé sur la filmographie du mec. Si personne ne fait des papiers et analyse l'œuvre d'une personne, ben ça reste toujours un inconnu. Mais quand vous travaillez sur un personnage que tout le monde considère comme un neuneu ou n'importe quoi, imaginez un mec qui se dit « Tony Scott, c'est un auteur, évident !» Le mec va prendre tous ses films, les analyser un par un, va essayer de regrouper des idées esthétiques, des idées de narration, des idées de personnages, et il va faire une liste, commencer à rédiger un vrai papier, un vrai dossier, alors que tout le monde dit que ouais, bon, c'est un faiseur qui fait de l'action avec des montages très rapides et voilà. Bon, ça s'arrête là, Tony Scott. Non, il y a des gens qui vont vraiment travailler les films. Mais il faut le faire. Il faut faire une démarche analytique, intellectuelle, pour après sortir des noms et dire, regardez, cette personne, il y a beaucoup de choses qui transpirent dans ces films et je pense qu'on peut considérer que cet homme ou que cette femme est un auteur. Mais il faut faire des travaux. Et voilà, on a eu quelques vidéos qui ont émergé sur Michael Bay en disant, regardez, il y a plein de trucs qui sont parcourus dans ces films, ce qui me fait dire que le mec, il a des idées et il essaye de les mettre au fur et à mesure dans ses différentes productions. Et en cela, on peut dire que, au sens peut-être assez plat du terme, que Michael Bay est un auteur. Et on peut faire ce travail de recherche sur beaucoup de réalisateurs. Je vais enchaîner avec un autre sujet qui est aussi sur le cinéma d'auteur, de BD Vidéo FR, qui m'avait posé aussi une question sur l'auteurisme et l'auteur. C'est un paragraphe. Pour moi, un film de genre a pour principal objectif de divertir le spectateur ciblé. J'adore le cinéma de genre. Et c'est une fois cet objectif rempli que l'équipe du film peut se réapproprier leur projet. Alors que le cinéma d'auteur, assez proche de l'art contemporain dans sa démarche, n'a aucun souci de divertir le spectateur. Par exemple, Choix de Claude Lanzmann, ou les derniers films de Jean-Luc Godard, où le réalisateur et son équipe n'ont absolument pas travaillé leur film, dans une optique de divertissement. Qu'en penses-tu ? Il fait une distinction BD Vidéo FR qui est un petit peu trop sèche, je trouve. On ne sait jamais ce que pense le réalisateur et ce qu'il nous dit à la caméra, et encore plus Godard qui lui c'est le bordel quoi. C'est drôle d'ailleurs qu'il considère cinéma d'auteur, Choix de Claude Lanzmann, il cite le Choix qui pour le coup Jean-Luc Godard fait plus des films d'art contemporain que du cinéma, donc je sais même pas si on peut
on peut le prendre en compte pour cette réponse. Travailler son film, c'est pas que pour le divertissement, on n'appelle pas ça le 7e art pour rien quand même. Oui, c'est vrai. Oui, je le trouve peut-être un peu trop vindicatif. Et je suis d'accord avec toi, Miguel. Ou Miguel. Moi, j'ai tendance à dire Miguel, mais ou Miguel, mais je pense que tu n'es pas offusqué des deux prononciations. Bien sûr, un film peut être divertissant et réalisé par un auteur, ou divertissant et autorisant. C'est pas parce qu'il y a des scènes d'action que c'est forcément divertissant et pas fait par un auteur. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose dans sa réflexion et je voudrais aller plus loin en fait dans ses réflexions. Un film de genre a pour principal objectif de divertir le spectateur ciblé. Non, je dirais que non. Ça, c'est encore une fois trop vindicatif. Je pense, par exemple, à... bon, j'ai pas aimé le film, mais It Follows. It Follows, son but principal n'était pas de divertir le spectateur. Quand le mec a fait le film, c'est d'abord pour parler de quelque chose. C'est-à-dire faire une démarche d'auteur, de travailler un sujet. Et de le travailler d'une façon divertissante. Donc d'abord vient l'idée, et après la forme divertissante, à travers l'horreur, l'épouvante. Et ça a donné un film d'horreur, It Follows. C'est pas quelque chose qui vient par la suite. Voilà, je peux peut-être commencer comme ça pour sa réflexion. Il ne faut pas penser que toutes les idées sur un film viennent après que le film a été créé et qu'il ait une vie en salle. Des gens sont des fois particulièrement travaillés par des sujets et ça va être la base, le centre de leur histoire, avant même qu'ils aient créé la moindre structure scénaristique. Et c'est parcouru dans plusieurs de leurs films. Moi, je pense à John Carpenter. C'est un petit peu facile, mais c'est évident. Qui est un auteur, pour le coup. Vous le voyez tout de suite. Dans le traitement, vous voyez tout de suite. Bon, ça, je pense que tous les gens qui sont dans ce chat sont des vendus à Carpenter, donc j'ai même pas besoin d'en dire plus. Mais lui est travaillé par des idées, des angoisses également, des craintes politiques vis-à-vis de son pays, et ça motive des scénarios. Donc la démarche d'auteur est d'abord est sur le premier plan, et après vient une démarche divertissante, le sujet, le contexte dans lequel on va mettre la vision, l'engagement politique de la personne. Après, ce qu'il appelle le cinéma d'auteur, assez proche de l'art contemporain, là on est vraiment sur quelque chose qui n'est même pas dans les salles en fait. Je pense que BD Vidéo FR parle du cinéma d'auteur, mais peut-être pas du même terme auteur qu'on pourrait le penser, en tout cas que moi comme ça je le pense instantanément. Moi je considère le cinéma d'auteur, voilà, avec une filiation dans la filmographie de la personne et tout ça, et sous différentes formes, hein, que ce soit uniquement esthétique, scénario, situation, personnage, ambiance sonore, tout ça. Alors que lui, je trouve que quand il parle de cinéma d'auteur, j'ai l'impression qu'il a une autre vision. Il a quelque chose de plus extrême, de plus radical. Quand il me cite Godard et Shoah de Claude Lanzmann, voilà, si pour lui c'est des représentants du cinéma d'auteur, il m'a pas cité autre chose. Il m'a cité un documentaire et quasiment des films d'art et d'essai. Donc moi, du coup, là, j'ose pas en fait rentrer vraiment dans le terme parce que j'ai l'impression qu'on ne parle pas du même auteur, du même terme auteur. Donc c'est compliqué. Mais je pense que dans l'un comme dans l'autre, il y a des idées de base qui sont fortes et après l'auteur, je pense, comme le voit BD Vidéo FR, va former quelque chose qui va servir le propos et uniquement le propos sans se soucier de quoi que ce soit, tout simplement sans se soucier d'une diffusion, donc il ne s'agit même plus de cinéma à montrer aux autres. Alors que les premiers, ce qu'il appelle cinéma de genre, et encore une fois c'est très réducteur parce que dans l'absolu, le documentaire et le film d'art contemporain, le film d'art, c'est aussi un genre de film. Il ne faut pas croire que genre c'est horreur et science-fiction. Alors là pour le coup ce serait complètement être réducteur.
Ce que fait dans un sens, je pense, la vidéo, le documentaire de In the Panda, qui le bloque vraiment au fantastique et au science-fiction, quelque chose qui était très pulp. En fait, pour moi, le genre cinéma, c'est pas pulp, c'est tout. Ce sont des catégories, c'est un terme pour catégoriser les films, les mettre dans des tiroirs, pour voir à peu près de quoi on parle. Il ne s'agit pas de chapeauter juste une partie de catégorie de films quand on me dit cinéma de genre. Quand on parle de ces sujets-là avec les gens, il faut très vite essayer de comprendre dans quelle optique ils sont, parce que là, c'est vrai que j'ai l'impression que je manque quelques pistes pour bien discuter les termes de BD Vidéo FR. Donc, je pense que j'ai un peu brodé au-dessus, mais je verrai s'il me répondra ou non. Mais je trouvais que la façon dont il était radical dans son opposition, ça me plaisait, et j'avais envie de vous en faire part et de discuter un petit peu autour. Je ne sais pas finalement si j'ai dit grand chose de plus, mais je trouvais que sa radicalité était intéressante à observer. Mais un argument est-il toujours objectif? Non, Silver, je te retourne le truc. C'est plutôt, est-il plus objectif que celui de l'autre? C'est celui qui aura l'impression que l'argument de l'autre est plus objectif qui aura perdu la bataille. Voilà. Dans l'absolu, il n'y a rien d'objectif, hein, mais il faut donner l'impression que ton argument est objectif vis-à-vis de l'autre dans une conversation. Et si l'autre le reconnaît, qui perd foi dans son argumentation, ça veut dire que le tien est plus objectif que le sien. Voilà. Même s'il ne l'est pas. Après, quand tu vois dans un film qu'il y a une table qui est rouge et que le réalisateur est européen, zéro chance qu'il ait choisi la couleur rouge par rapport à des significations chinoises. Sachant que le film se passe en France et que vraiment il n'y a aucune chance qu'il y ait une symbolique chinoise dans l'utilisation du rouge pour la table. Donc là, ça c'est quand même assez clairement objectif et non contestable. Si le réalisateur est chinois et fait un film en France et qu'il choisit que la table elle soit rouge, et qu'il pose, qui fait sa mise en scène, tu te dis, il faut prendre en compte aussi que le réalisateur est chinois, donc il a une symbolique, une couleur qui est liée à une symbolique qui n'est pas celle française, donc il faut se renseigner. Ça, il faut faire une sacrée démarche, mais dans ce cas-là, il faut se méfier. Quant à la couleur et la signification de la couleur, en fonction des pays. Voilà, c'est objectif. Et c'est non contestable. Enfin, je pense, hein. Dis-moi si as-tu un argument plus objectif que celui-ci vis-à-vis de cet exemple-là. Mais après, il faut savoir des choses aussi pour après voir le contour et pour savoir qu'est-ce qui est objectif, qu'est-ce qui peut être démoli, donc non objectif. Mais après, voilà, on peut pas tout savoir. Alors, avant que Frédéric Garcia ne parte, je voudrais quand même faire sa question. Tu m'avais posé il y a quelque temps une question. Est-ce que tu trouverais ça pertinent d'analyser des jeux de l'époque photoréaliste? C'est-à-dire en gros avant l'époque... Quoique je dis ça, mais en fait c'est plus compliqué que ça. Mais avant l'époque photoréalisme 3D ou avant l'époque photoréaliste tout court? Parce que pour moi il y a le photoréalisme 3D, voilà... des trucs comme, je sais pas moi, Red Dead Redemption. Voilà, ça c'est très impressionnant. Ou Crysis, qui à l'époque avait mis tout le monde KO. Ou l'époque du photoréalisme, mais qui n'est pas en 3D. J'entends par là des trucs comme Riven, les point and click, quoi, les trucs genre Versailles, tout ça, quoi. C'était pas photoréaliste, mais il y avait déjà un peu plus de réalisme. Mais c'était des images 2D. Et on se baladait dans cet environnement, à la miste. Pour le coup, ces jeux-là, qui sont plus proches qui sont quand même proches du photoréalisme, mais avec une liberté fantaisiste. Myst, Riven, Legacy of Time, Versailles, c'est les jeux auxquels j'ai pu jouer ou que j'ai observé, c'est mon frère qui jouait. Eux, je pense qu'ils seraient très très intéressants d'analyser. Pour quelqu'un qui travaille dans le jeu vidéo, qui veut faire des vidéos, ou des gens qui font des essais, des fois il y a de très bons essais sur les jeux vidéo qui sont sur YouTube, ces jeux-là, qui sont peut-être d'ailleurs des jeux de transition, hein, parce que quand on voit Riven, j'avais beaucoup aimé Riven, j'ai jamais terminé, mon frère l'avait terminé, j'étais à côté quand il jouait. Riven, c'est du photoréalisme, mais sur un décor qui est complètement irréaliste, c'est la fantaisie Riven.
Et c'est même mieux que Myst dans les textures et dans les images qui nous sont proposées. C'est un panorama de photos qui reconstitué forme un environnement, un espace. Donc on est presque sur du pré-3D, hein, on n'est pas loin en fait. Mais c'est juste une succession d'images, ce n'est pas un environnement 3D. Et c'est là peut-être la petite nuance qu'on peut faire. Oui, tu parlais bien sûr, je l'avais bien compris, les jeux pixelisés, les trucs de LucasArts. Si tu n'analyses pas le style, et même il y avait quelques séquences cinématographiques, tu peux analyser la narration, comment les choses se dégoupillent. Et Myst, bien sûr, est quand même un jeu très très spécial. À l'époque, j'y jouais. J'ai aussi d'abord regardé mon frère y jouer, et après j'y ai joué un tout petit peu. Moi, je me suis vite lassé parce que c'était très très compliqué. Mais ce sont des jeux, j'allais dire, ce sont des films. On n'est pas loin. Ce sont des jeux qui, je trouve, sont vraiment des vrais jeux de transition. Le photoréalisme peut découler de ce type d'expérience. L'envie, en fait, de proposer au-delà d'une simple succession d'images, une expérience vraiment dans un environnement 3D qui est beau à regarder. Et après, on a eu des trucs qui commençaient à devenir un peu plus forts avec les trucs, les Duke Nukem 3D. Mais il faut avoir les connaissances, il faut avoir les ouvertures, il faut avoir aussi les connaissances techniques. Et ça, il y en a peu qui l'ont quand même, hein. Ça va être de plus en plus commun, mais des gens qui sont capables de porter une vraie réflexion analytique, il leur manque peut-être des choses pour déclencher. Moi, je pense que dans les années à venir, on aura de vrais propos et de vrais dossiers, parce qu'on aura eu largement le recul et les connaissances, et il y aura de plus en plus de monde pour en parler aussi, comme on parle aujourd'hui facilement de films avec du montage, de travelling et tout ça, avec une facilité déconcertante. Je pense qu'au bout d'un moment, on arrivera aussi à parler avec une facilité déconcertante de tous les petits trucs techniques et narratifs de certains vieux jeux. Je trouvais que la question était pertinente parce que j'ai vu en fait ce passage de la 2D au photoréalisme. Donc moi, ça m'intéressait clairement cette question. Avec cette espèce d'entre-deux où les gens ne savaient pas trop quoi faire. Moi, je pense beaucoup à Legacy of Time qui est typiquement un Riven-like. C'était du travail d'image pour former aussi un diaporama de photos dans lequel tu avances, tu recules, tu te déplaces. Et à l'intérieur, ils ont mis des véritables humains qui étaient mis sous fond vert derrière et après incrustés dans le décor. Et ça, c'est super impressionnant et ça montre déjà tout ce qu'on a en fait déjà aujourd'hui dans le cinéma avec ces fonds verts incessants où les gens sont juste là sur du vide et après on met cette personne dans un décor. Là, c'était déjà le cas pour un jeu vidéo qui date fin 90 et on a donc quelque chose de réaliste, l'humain, avec un décor qui n'existe pas, qui est irréaliste. Et après, les deux vont se mêler jusqu'à maintenant où on voit des choses, des cinématiques avec du moteur du jeu qui sont vraiment du cinéma, clairement. Mais c'est un moment presque jouable. Ça, c'est très très fort. Quelqu'un qui se revendique cinéphile ou critique de cinéma peut-il en même temps affirmer, détester ou carrément renier des genres spécifiques de cinéma? Exemple, comédie musicale, torture porn, film de mafieux, etc. N'est-ce pas contradictoire comme approche? Étant donné que tu as choisi comédie musicale, torture porn et film de mafieux, je vois très bien de quoi tu parles et de qui tu parles surtout. C'est un petit peu dommage que tu l'aies formulé d'une façon si évidente, hein. Mais bon, il n'y a pas de souci, je t'en veux pas. Je vais répondre à la question. Moi, ça me fait penser à récemment ce qui s'est passé sur nos ciné avec Stéphane Moïsakis qui dit que les films catastrophes, ça le saoule, qu'il voit les trucs venir, que finalement ça n'a pas d'intérêt, tout ça. Alors que, précisément, quand on est critique et quand on vient pour parler d'un film, c'est dans un sens aussi pour essayer d'un peu susciter l'intérêt chez le spectateur, le mettre en garde, mais aussi lui donner envie de voir des films. Et je trouve que
se dire, voilà, aimer le cinéma ou faire de la critique de cinéma et être vraiment bloqué sur des genres spécifiques, mais quand même une catégorie de films qui peut renfermer des centaines de films. C'est dommage parce que d'une part, on ne se met pas en danger. Et c'est bien des fois de se mettre en danger pour se dire, est-ce que je suis résistant, est-ce que je peux accepter ces films-là? Et il faut se faire violence pour ensuite étendre comme un élastique le potentiel que l'on peut aimer du cinéma. Parce qu'on peut rester dans son petit truc à science-fiction, horreur, et puis voilà, et rester toute sa vie sur cette catégorie-là, et finalement se rendre compte qu'on a loupé 95% de toute la production que peut offrir le cinéma, quoi, parce qu'on s'est bloqué sur juste 5%. Donc moi, j'aurais tendance, ce n'est pas contradictoire, mais c'est juste très dommage comme approche. Il faut essayer d'étendre l'élastique, hein, il faut étendre les frontières de ce qu'on déteste le plus loin possible pour brasser le plus de choses et finalement avoir plus de recul sur encore plus de choses puisqu'on aura brassé plein de genres différents, de sujets, d'approches et de pays différents. Et plus on sait de choses, et plus on peut accepter des choses, bien sûr. Ça paraît évident. Après, il faut savoir comment entrer dans le cinéma qu'on n'aime pas. Ça, c'est pas facile. Donc, il faut essayer de demander conseil, ou essayer de voir quels sont les grands classiques. Par exemple, je vous parlais du cinéma italien. Voilà. Moi, j'ai vu quelques grands classiques du cinéma italien. C'est par exemple Rome, ville ouverte. Voilà. Stromboli. J'ai vu quelques Antonioni. Ça me permet peut-être de rentrer, de peut-être plus accepter certaines façons de filmer, de parler, de la gestuelle, et au fur et à mesure peut-être que j'aurais vu une filmographie entière, et ça se construit comme ça, mais il faut peut-être, quand on n'aime pas un genre, il faut peut-être être un petit peu guidé par quelqu'un qui s'y connaît mieux, qui saura mieux repérer ce qu'on aime et finalement proposer un type de film qui soit un peu dans nos cordes pour après nous aiguiller. C'est très très difficile, hein. Il faut se mettre des coups de pied au cul, hein. Et généralement on n'a pas envie parce que le soir on a envie de voir un truc qui dépote, hein, parce que voilà, on a passé une mauvaise journée et tout ça. Moi je suis exactement dans le même cas, hein. J'ai galéré mais vraiment comme un malade pour regarder un truc qui s'appelle 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Sur une femme qui va aider une fille qui souhaiterait se faire avorter. Donc elle loue une chambre d'hôtel et loue les services d'un espèce de médecin corrompu pour qu'il lui mette une sonde pour faire retirer le fœtus. Enfin, vous voyez, c'est des sujets pas faciles. Et la façon dont c'est filmé sur des plans qui sont extrêmement longs, qui font plusieurs minutes. Genre 10 minutes par 10 minutes, enfin non, on n'est pas là, mais c'est très 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 long comme film, et c'était très très dur à regarder. Mais justement, je n'en ai pas retiré grand chose du film, mais je suis content de l'avoir regardé. Parce que ça me fait dire déjà, il y a des cinémas qui sont comme ça, qui existent, et c'est bien des fois de se faire un choc, et j'ai l'impression d'être parti complètement de la question, mais ce que je veux dire, c'est que la cinéphilie de la personne ne peut que s'en porter mieux si on arrive à essayer de se faire un petit peu violence et de regarder d'autres choses. Et finalement, si la personne fait de la médiatisation de films, comme c'est le cas de la personne qui est citée dans cette question, ben, il faut que les personnes, voilà, qui médiatisent des vidéos, qui médiatisent les films à travers leurs vidéos, rendent compte aussi de leur découverte et de leur expansion de frontières. Quel est ton avis sur l'école de cinéma? À quel point peuvent-elles proposer une béquille à la connaissance théorique et pratique du cinéma? Ça dépend comment est la personne à la base, de ce qu'elle recherche, de ce qu'elle veut faire, si elle a une idée précise ou non, si elle attend de l'école qu'elle lui donne l'impulsion pour aller vers un certain métier. Ça dépend tellement de la personne. Il faut essayer de trouver un stage qui soit long, parce que 2 semaines, on fait pas grand-chose en 2 semaines. Il faut installer une rythmique. Une rythmique d'ailleurs que si vous êtes intermittent, vous n'aurez plus du tout. Vous serez complètement explosé. Vous aurez l'impression d'être complètement crevé en faisant juste 3 jours sur une semaine entière de boulot, quoi. Alors que voilà, c'est juste le corps qui n'est pas habitué. Et tout d'un coup, après, vous serez pendant 2 semaines dans une boîte et vous serez très très fatigué parce que vous n'avez plus l'habitude d'une discipline. C'est pour ça que même le dimanche, moi, je continue à me lever vers les 8h, 7h, 8h, pour ne pas perdre une rythmique
Parce que si vous ne bossez pas pendant 2 semaines et que tout d'un coup, il y a un jour où vous devez bosser, ben le matin, vous aurez la tête dans le cul. Donc vaut mieux éviter ça et continuer à se lever le tôt le matin. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. Je vais quand même terminer les questions de Anonyme, quand même. Hein. Il n'en a plus que 2, mais malheureusement, c'est sur YouTube. Je suis surpris de voir autant de vidéastes critiques ciné qui ne font que du facecam et proposent des avis sommaires, c'est-à-dire dépourvus d'un vrai travail d'analyse et de recherche en amont. Des films dont ils parlent lancer des Tipeee pour financer leur chaîne. Je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'on finance au juste. Surtout s'ils ont un travail en dehors de YouTube. Ni d'ailleurs la nécessité vu qu'ils activent la publicité et je ne vois pas comment celle-ci se retrouverait démonétisée. Est-ce ce moment de l'opportunisme ou est-ce qu'il y a un véritable besoin à tout cela? Je crois que ces gens-là avaient déjà dit que Tipeee leur permet quand même d'avoir quelque chose de plus fiable que les publicités qui varient en fonction déjà des périodes. Il est toujours sûr qu'en mars, tu gagnes pas grand-chose en publicité alors qu'à Noël, c'est censé être beaucoup plus important en termes de nombre, en termes peut-être de paye tout simplement. Je pense que c'est pour avoir une espèce de stabilité, pour avoir une soupape. Parce que si ces gens ne vivent que de leurs vidéos, vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc. Son arc de la finance, bien sûr. Il y en a d'autres qui s'en sortent très très bien en faisant très peu de vidéos. Je pense à Nexus 6, il en fait quand même très peu. Il a quand même des sacrées fortunes sur Tipeee. Je suis autant surpris que ça puisse fonctionner, que des gens en vivent vraiment, alors que le contenu n'est pas si important que ça. Mais on compte aussi, bien sûr, sur les fans hardcore qui viennent aveuglement financer certaines chaînes. Quand on voit, je regarde quand même quelques streamers sur Twitch, quand on voit des fois des fortunes qui sont balancées en une soirée de stream de 4 heures. Des gens qui peuvent cumuler 50, 150 euros en une soirée de stream. Sur 30 jours. Mais ces gens essayent de vivre en continuant justement à ne pas avoir un boulot à l'extérieur. Et ça, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas ça. Moi, ça me mettrait trop mal à l'aise de vivre uniquement de ces vidéos-là. Parce que là, j'aurais des comptes à vous rendre. Et du coup, vous pourriez peut-être m'imposer le contenu. Et ça, je ne le souhaiterais pas. Et j'entends m'imposer le contenu, mais m'imposer aussi la façon dont je m'exprime, l'argumentation. Oh là là, il faut que tu cites maintenant toutes les sources parce que ça va pas là dans ces vidéos. Et moi, je me dis, oh là là, si je le fais pas, ils vont peut-être moins me donner de l'argent. Et c'est précisément, c'est moins une pression que je veux pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune vidéo qui est monétisée. Il y a des vidéos qui sont monétisées, mais j'ai aucun argent. C'est les chaînes, enfin c'est YouTube qui a dit, ah non mais cette vidéo, il y a des droits. Donc hop, on te la monétise, mais il n'y a rien pour toi. Et c'est tout à fait logique aussi. Donc opportunisme, non, je pense pas que c'est de l'opportunisme, c'est juste que ces gens-là ont quand même un petit peu peur, certains, pas tous, hein, il y en a qui sont vraiment très tranquilles, mais certains ont lâché leur travail, et donc ils préfèrent être sûrs d'avoir assez d'argent que se dire, oh, bah, juste la publicité ça suffit. Et je pense pas que la publicité suffise. Et certainement pas pour les critiques ciné. Quand on fait du jeu vidéo, il y a beaucoup de vues, tu génères vraiment un gros flux, mais les critiques ciné, non. À part si tu t'appelles... le Fossoyeur, ou Chris Tuckman, ou des noms comme ça, qui génèrent vraiment beaucoup de trafic, vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc. Et je crois même que le Fossoyeur aussi a un Tipeee. Donc c'est qu'à un moment, lui, il sentait bien que ça pourrait être un peu juste à certains mois, alors que Tipeee propose une stabilité. Donc pour moi, c'est pas un véritable besoin d'argent, mais une façon d'être stable en termes de revenus tous les mois, sur toute l'année. C'est important. Damien 666, oh là là, celui-là, on ne l'arrête plus avec ses questions. La première de ces dernières questions, c'est pourrais-tu me citer quelques remakes, quel que soit le genre, qui ont surpassé leur modèle, ou du moins remanié les codes de ceux-ci de manière intéressante? La question qu'à chaque fois je me pose, c'est bon remake ou réadaptation? C'est compliqué de faire la distinction. Quand on voit que finalement ils ne sont pas issus de l'original mais plus d'une réinterprétation, la plupart du temps c'est un bouquin. Par exemple quand vous voyez The Thing, on pourrait le considérer comme le remake mais ça peut être aussi plutôt une réinterprétation du texte. On n'est même plus, enfin même en termes de remake, on n'est même plus dans la même idée en fait de plante par rapport au premier film. Ici c'est vraiment beaucoup plus organique chez Carpenter, donc j'aurais tendance à même pas parler de remake dans ce cas-là. Après, il faut aussi que le réalisateur ait avoué clairement que c'était un remake, et ça c'est difficile de leur faire avouer ça au réalisateur.
Donc moi, j'aurais tendance à pas mettre des films aussi évidents. Par contre, il y en a un qui est vraiment très évident et qui a été même avoué complètement par son réalisateur, c'est L'homme qui en savait trop, c'est un Hitchcock. Hitchcock avait fait une première version avec Peter Lorre et il a fait une deuxième version avec James Stewart. Alors, Peter Lorre et James Stewart n'ont pas le même rôle, mais ce sont des têtes d'affiche. La version des années 40, il me semble, avait été fait par un professionnel, disait-il en interview, et la version des années 30 par un amateur. Ça voulait tout dire. Avec un découpage beaucoup plus précis et un choix de dispositifs et de points de vue qui était beaucoup plus dans le sens du spectateur. Et c'est en cela qu'il disait qu'il y a une version qui a été vraiment faite par un professionnel qui savait les angles et une autre version qui était un petit peu plus comment dire, à la traîne, qui était pas encore au point dans le mécanisme que fait Hitchcock par rapport au spectateur. Je pourrais ensuite citer un remake, bon ça paraît évident, mais le premier est tellement nul en fait, le film n'a pas beaucoup de valeur je trouve, c'est La Mouche. Alors j'ai fait une petite liste de remakes, hein, c'est toute une petite liste, il y en a bien d'autres, je suis sûr que vous me les citerez en commentaire. Pour moi, La Mouche est aussi la marque, autant dans le premier volet dans le premier exemple avec Hitchcock, c'était plus un remake pour remaker techniquement, pour avoir plus d'impact sur le spectateur, et c'est vraiment le cas. Ici, La Mouche, c'est une sorte de remake pour être rentré dans le moule d'un auteur, quelqu'un qui avait des choses à dire sur le corps, sur l'organique. On le voit avec des films comme Chromosome ou Vidéodrome, et même, si je ne me trompe pas, Scanner, c'est aussi lui. Il y a vraiment une fascination pour le corps, dans une distorsion, pourrait-on dire, chez Cronenberg. Je ne sais pas exactement pourquoi, je ne connais pas trop son cinéma, mais on peut y voir une fascination avec tous ces films-là. La Mouche ne fait pas exception. C'est techniquement aussi très impressionnant, c'est très repoussant, encore plus repoussant que le premier à son époque. Le premier c'était vraiment assez ridicule, hein, avec le mec avec une grosse tête de mouche, bon, c'est un peu pas terrible. C'est vraiment écœurant, je l'ai vu qu'une seule fois et je sais pas si j'aurais envie de le revoir. Je me rappelle toujours de cette scène où il y a la femme qui accouche et il y a un ver, enfin c'est affreux, c'est un vermisseau, c'est une larve de mouche quoi. C'est affreux de voir ça. J'étais pas prêt. Là, c'est peut-être sujet à plus de débat, mais je mettrai le remake de Millennium, du premier Millennium par David Fincher. Le film original m'avait complètement barbé, et le remake, il m'a complètement emballé. Je pense en grande partie grâce à Rooney Mara qui joue Lisbeth. Et après, bien sûr, il y a James Bond aussi dans le film. Quand je vois Daniel Craig dans le film, je pense à James Bond. Donc tout d'un coup, la moindre chose qu'il fait me dynamise le regard et l'attention. Donc ça joue aussi les stars américaines happent notre intérêt littéralement. Et c'est là ce que le film Millennium fait de très très bien par rapport à l'original qui n'a pas ces grosses têtes d'affiche écrasantes. Ce sont des personnes sûrement connues dans leur pays, mais aux États-Unis ils sont pas forcément très connus. Alors quand ils font un remake de ce style-là, avec en plus un réalisateur qui sait vraiment faire du cinéma, voilà, on est sur une espèce de film dopé qui fonctionne vraiment très bien. Là, j'ai vraiment bien accroché au film. J'étais très surpris de voir la différence de réception que j'ai, alors que finalement c'est la même histoire, mais d'avoir une différence telle de réception par rapport au premier. Et je m'en félicite en fait de pouvoir me raccrocher quand même à l'histoire. Et finalement, Cram King, t'es le seul sur le live. Ça fait plaisir que tu te sois manifesté. L'original, c'est mieux. Oui, mais si tu regardes le remake, eh bien, ça te permettra peut-être de te réconcilier avec l'original. Ce qui, du coup, me donnerait envie de voir les suites. Donc, finalement, c'est pas un mal, un remake. Ça te permet d'avoir une meilleure porte d'entrée pour mieux apprécier l'original quand tu le reverras peut-être quelques années plus tard. En tout cas, moi, ça me donnerait presque envie de revoir en fait de nouveau la trilogie, parce que je n'ai vu que le premier de l'original, mais de voir là aussi les autres, dans la foulée. Ben ça, je ferai peut-être. Typiquement parce que le remake m'a réconcilié avec l'histoire Millennium. Je parle pas de film là, mais de l'histoire et des personnages. Je citerai encore 3 autres films. Alors il y a des films, je n'ai pas vu les originaux, donc c'est compliqué de parler, est-ce que le remake il est bon ou tout ça. Je pense par exemple à La Colline à des yeux. Le remake a plutôt une bonne presse, à ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai pas vu l'original, donc je ne peux pas en parler.
Mais par contre, je peux parler d'un autre film, c'est un film français qui a eu un remake. Ça s'appelle La Totale et c'est devenu True Lies. Voilà, et je crois que ça se passe de commentaires parce que True Lies, c'est tout en mieux. Tout en mieux. Mais tout aussi dopé à l'américaine, hein, avec des bombes nucléaires et tout ça, et des Arabes. Hein. Bon, enfin, voilà, c'était à l'époque. Mais le film est vraiment super bien amené. Ça envoie vraiment, là où tu vois dans La Totale que les missiles, c'est des trucs en plastique, bah là, c'est du lourd, quoi. Il y a les moyens pour aussi, bien sûr. Je mettrai après, et c'est là où on peut se poser la question, est-ce que c'est une réadaptation ou est-ce que il s'agit d'un remake? C'est Ben-Hur. Ben-Hur, alors bien sûr on a eu un remake récemment, mais c'est pas le meilleur, c'est la version de 59 par rapport à la version de 25. Je saurais pas dire si c'est une réadaptation ou non, bien sûr ils ont repris le texte, mais si on parle de remake de façon un peu basique, ce Ben-Hur là de 59 a tout de plus, surtout au niveau des acteurs par rapport à la version de 25. La version de 25 a des plans de course de char plus impressionnants que la version de 59, faut bien l'avouer, si vous regardez les séquences à nouveau. Vous verrez que vraiment celle de 25, elle a des choses complètement renversantes que ne fait pas la version de 59 parce qu'elle est, j'ai l'impression, beaucoup plus encombrante en termes de mise en place de la course de char avec des grosses caméras et tout ça, alors que celle de 25 j'ai l'impression qu'ils avaient plus de marge parce que les caméras étaient plus légères. C'est peut-être une idée fausse, mais ça donne vraiment cette impression là, des caméras embarquées comme si c'était une Snoricam, enfin c'est assez délirant, mais autrement la version de 59 fait tout en plus grand. Plus de moyens, plus d'acting, plus d'émotions. On est vraiment... c'est le meilleur. Vraiment, de toutes les versions, c'est le meilleur. Et bien sûr, la version de 2016 va dans des directions qui ne sont pas souhaitables. Ensuite, je parlerai d'un dernier remake, Scarface, la version de Palma, qui ancre en même temps l'histoire dans le cinéma de Palma, un cinéma maniériste avec des mouvements de caméra très très élaborés, du montage, un côté un peu clippé, en même temps une ambiance 80, enfin une ambiance pulp. Hein. Moi je pense à chaque fois, je pense à GTA Vice City quand je pense à Scarface, donc c'est difficile. Enfin un film qui a eu de l'influence, c'est un remake qui a de l'influence, ça c'est quand même assez rare quoi. Et il y a un côté tellement jouissif à voir Al Pacino complètement déchaîné dans ce film-là. La VF est incroyable aussi. Vraiment, je trouve alors le film a vieilli, je pense, pas mal. Avec surtout ses ralentis. Je crois que les ralentis, ils ont pris un coup de vieux. Mais il y a une énergie dans le film. Et des scènes si réutilisées par la suite dans d'autres films, sans même vraiment le distinguer, je trouve. Je pourrais pas dire, ah ça vient de ça précisément, mais j'ai vraiment l'impression que ce film a eu un impact. Ne serait-ce que les répliques, qu'elles soient en anglais ou en français. Que moi, je le vraiment considère comme un film bien supérieur au premier film. Je crois que c'était de Hawks, si je me trompe pas. Je suis pas certain. Des années début 30, il me semble. Et puis le contexte, il me semble aussi qu'il est différent. On est sur un endroit assez urbain dans le premier, et dans le remake, on est sur la côte. Donc forcément, ça change un petit peu. On est dans la prohibition dans l'un, la vente de drogue dans l'autre. Il y a des variations. Hein. Ce n'est pas un remake pur et dur, comme on pourrait avoir pour Psycho et Funny Games. Ces deux-là, je n'en parle pas parce qu'il ne s'agit pas de remakes qui transcendent, mais des remakes qui essaient de coller au plus à l'original, tout en n'arrivant pas à recréer la même sensation. Psycho, ça ne recrée pas la même sensation parce que déjà il a fait des modifications. Alors certaines modifications, Hitchcock les voulait, mais il ne pouvait pas les faire techniquement, comme le fameux grand plan au début du film, là qui rentre jusqu'à la chambre d'hôtel. Donc ça, il pouvait pas le faire. Mais aussi des plans. Gus Van Sant, il a ajouté des plans à lui parce qu'il aimait bien. Voilà, on a des plans de nuages pendant qu'il y a la scène de meurtre. Enfin, tu dis what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ça? Et aussi l'ajout de la couleur. Et l'ajout de la couleur est très important parce que tous les effets d'ombre que Hitchcock a fait avec son chef opérateur, ça marche plus là parce qu'il y a les couleurs qui s'y mêlent. Ombre et lumière deviennent couleur et lumière.
Et ça change beaucoup dans l'aspect sombre de tout. Et aussi, Vince Vaughn, il est bien gentil, mais c'est pas un rôle pour lui. Et du coup, Funny Games, c'est presque à l'identique, mais il y a une violence qui est quand même un petit peu enlevée pour le public américain, ça se voit et c'est gênant. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant d'y voir les variations en fonction des publics qui réceptionnent le film. Et en cela, je trouve que le film est plutôt bien, de voir la réception européenne et la version américaine, par rapport toujours à la réception du film. Et en cela, le film, je trouve, a de la valeur. Et la deuxième et dernière question de Damien666. Rejoindrais-tu ma position si je disais que la série des films L'Arme Fatale, 4 au total, reste encore jusqu'à aujourd'hui indépassable, ah ouais carrément, dans le genre buddy movie? Si oui, quelle serait la raison selon toi? Je ne sais pas s'ils sont indépassables, je n'ai pas vu tous les buddy movies, mais cette série est quand même très efficace. Je trouve que le premier est un petit peu étriqué. C'est une suite de scénettes pour mettre en valeur un acteur ou l'autre. Ce n'est pas forcément très bien construit. C'est très grotesque par moments. La première scène où on voit Riggs là dans l'espèce d'extérieur avec des sapins là, c'est très très fourbe. Enfin enfin fourbe. Non, c'est très très fou. Ça va. À un moment, ils rentrent dans un magasin et ils se mettent en joue. Enfin, c'est tout bizarre. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas complet. C'est vraiment une suite de scénettes. Le deuxième est plus structuré déjà. Le deuxième, en fait, les films vont au fur et à mesure vers quelque chose de plus structuré. Le troisième est vraiment bien, je trouve. Et le quatrième, après, retombe un peu dans ses côtés scénettes, mais avec un contexte, on va dire, supérieur, puisque voilà, Hong Kong fait ses grandes entrées à Hollywood, et donc il y a des Asiatiques qui se placent, avec Jet Li, qui fout une tatane à Danny Glover et Mel Gibson. Je crois que c'est le 4 que je préfère pour le divertissement, mais je crois quand même que le 2 est celui qui représente le mieux la série en général. Et pour quelle raison ce serait indépassable? C'est aussi qu'on étale 4 histoires mettant en scène 2 personnages, donc on attend de creuser les gens dans les histoires. Donc oui, là on peut dire c'est indépassable parce qu'il faudrait une autre série avec 4 histoires avec 2 personnages pour qu'on ait autant l'impression de buddy movies. Mais je trouve, par exemple, quand tu dis indépassable, je trouve que le dernier Samaritain avec Bruce Willis, c'est égal. C'est peut-être pas dépassable, mais c'est l'égal de L'Arme Fatale, je trouve. Le dernier des Samaritains. J'ai beaucoup aimé la façon dont les deux fonctionnent et comment ils entrent en choc constamment. On en souhaite presque plus. Voilà, je trouve que par rapport au premier Arme Fatale, le dernier Samaritain fonctionne tellement mieux. Il place tellement tout en fait. On a l'impression quand on voit le dernier Samaritain que c'est comme si on s'était arrêté au bout de L'Arme Fatale 2. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement de personnages et une alchimie qui est aussi forte que dans le 2. Alors que le dernier Samaritain, c'est qu'un seul film. Donc là, c'est au niveau de l'écriture que ça joue. L'écriture des personnages, quelles interactions on va leur faire et avec qui ils vont parler. Et comment ils vont réagir. Comment l'autre va réagir à la première réaction du premier. Donc voilà, il s'agit quand même d'une interaction personnage. Le premier Arme Fatale, je trouve qu'il n'a pas super bien vieilli, mais il pose les bases. Et après, le deuxième, troisième sont les cœurs forts de la saga et le cœur fort de l'histoire entre Murtaugh et Riggs. Je vous conseille absolument cette série-là. C'est très divertissant, c'est super agréable à regarder. C'est du film policier avec beaucoup de moments comiques. C'est vraiment très agréable. J'ai pris beaucoup de plaisir à les revoir, sachez-le. Donc je vous invite à regarder la série des Armes Fatales, aussi le 4 qui a tendance à être un peu moins apprécié, mais il y a des bons moments dans le 4. Je me rappelle quand ils sont au commissariat de police et qu'il y a
le petit mec là, comment il s'appelle, Léo Getz, voilà, Léo Getz, qui hurle dans le commissariat, ouais, mais il nous encule avec ses portables et tout ça, il nous encule. Et après, il y a son portable qui sonne et il décroche comme un con. Voilà, ça, c'est des trucs qui sont, voilà, le Léo Getz, il est très réussi, c'est un espèce de petit minable qui fait des arnaques et qui se fait toujours engueuler par Murtaugh et Riggs, et c'est génial, franchement. Et là, ça, c'est aussi un point fort par rapport à la série, c'est qu'il y a des petits personnages comme ça qui sont là régulièrement, et déjà il y a toute la famille de Murtaugh, mais il y a le Léo Getz qui est absolument incroyable hein, dans le film. Je vais maintenant passer aux questions. Alors c'est pas vraiment une question, mais c'est une réflexion. C'était une réflexion qu'avait donnée le critique masqué sur une de ses dernières vidéos sur la cinéphilie. Je crois que c'est ça, la cinéphilie. Il dit tout le monde peut parler d'un film, mais peu de gens peuvent parler de cinéma. Il entend une distinction. Une distinction entre un film individuel, comme une sortie de salle, et le cinéma qui englobe plus de films, un rapport entre films, un rapport entre réalisateurs, entre pays, un rapport technique également. Et ça, les gens peuvent ressentir des choses parce on a tous vu des films, mais pouvoir les nommer de la technique ou nommer précisément des courants ou un contexte qui amène à l'idée d'un film que la personne a bien aimé, par exemple, ça c'est plus difficile parce qu'il faut se renseigner, parce qu'il faut avoir lu ou écouté 2-3 choses. Ce qui serait le plus simple pour un spectateur, c'est une analyse interne, c'est-à-dire se contenter du film pour en retirer des informations. Le cinéphile aguerri, et que je considérais vraiment comme un cinéphile, c'est quelqu'un qui connaît aussi un contexte externe au film. Interne et externe, pour avoir justement la vision d'ensemble, cette fameuse vision d'ensemble d'un film, pour après pouvoir le juger et en débattre avec le maximum d'informations par rapport à la personne plus simple qui a vu le film et qui ne se contentera que du film. Il regrettait d'avoir l'impression de jouer les élites en disant ça dans sa vidéo, mais je pense qu'il a tout à fait raison. Comme il y a des gens qui savent faire des choses et d'autres pas, il ne faut pas croire que ça ne s'applique pas au cinéma, à la réflexion et le dialogue autour du cinéma, ça s'applique aussi au cinéma. Mais c'est après une différence de temps que les gens prennent pour s'informer, pour rechercher et pour analyser les œuvres. Il y en a, les cinéphiles, si vous voulez, l'élite intellectuelle parlant de cinéma, qui eux prennent beaucoup plus de temps que n'importe qui d'autre pour travailler les films et le cinéma, rechercher les informations, étudier l'histoire du cinéma, par rapport à d'autres qui regardent des films et ça leur suffit. Et c'est ça, cette distinction. C'est une distinction, je pense, de temps donné pour la réflexion autour des films. J'ai écouté là récemment une conférence de Jean-Baptiste Toré sur Profondo Rosso, donc le film de Dario Argento. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps sur les films d'Argento. Ça s'entend. C'est pas juste, voilà, comme moi, je regardais Les Frissons de l'Angoisse, donc Profondo Rosso, et Suspiria, et je peux un peu en parler. Non, là on est sur un stade au-dessus de temps passé. Donc c'est vraiment le temps passé qui, sur les films, qui vous donnera l'impression d'être cinéphile. Et je dis bien qui vous donnera l'impression, parce que vous avez l'impression d'être cinéphile, parce que vous voyez des choses et tout ça. Mais après, vous vous confrontez à quelqu'un d'autre qui sera encore plus cinéphile que vous. Là, vous vous dites, mais en fait, moi, je suis pas du tout cinéphile, en fait. Je suis trop limité, parce que l'autre aura pris plus de temps que moi pour brasser plus de choses. Donc, vous aurez toujours des gens qui vous aurez l'impression d'être rabaissé parce que l'autre sait plus de choses, soit vous aurez envie de le dépasser et donc ça vous motivera à avoir encore plus de choses. Donc là, c'est en fonction des gens. On ne peut pas réagir de la même façon vis-à-vis de ce cas-là. Mais je pense, c'est une élite, le cinéphile, c'est un statut d'élite que tout le monde peut avoir. Mais il faut faire un effort, comme n'importe quoi dans cette vie malheureusement. Mais il faut faire un effort pour atteindre l'élitisme. Les écoles peuvent aider, l'université peut aider, mais ça ne suffit pas. On voyait même à l'université qu'il y en avait qui étaient là en cours,
et il y en avait qui n'étaient pas là. Des gens qui étaient vraiment... on se demandait ce qu'ils foutaient là. Et d'autres qui étaient à fond sur le sujet, qui regardaient les films conseillés par le professeur à la fin des cours, c'est-à-dire le soir, le mec était déjà en train de regarder le film dont on a vu une scène de 4 minutes l'après-midi. Voilà, ça c'est un mec qui dévore les films, qui veut savoir plus que ce qu'on nous donne comme ça dans la bouche. Hein. Quand vous voyez... voilà, le mec de base, il va regarder le petit reportage sur la performance capture de Alita sur Allociné. Il dit « Ah, c'est ça la performance capture ? Ah bah c'est bien !» C'est pas pour autant un cinéphile, je peux vous assurer, qu'il va dévorer des trucs. Hein. Mais il va se dire, mais d'où ça vient cette performance capture ? Eh ben, il va voir les films de Zemeckis, il va voir des entretiens, il va voir, quoi qu'on en dise, la assez bonne vidéo de Bruce de y penser sur sa chaîne, parce qu'il se dit, ah ben là, ça fonctionne comme ça, ah oui, mais ça c'est intéressant, ah, le prix rendu en temps réel, ah ça c'est très très bien. Il va aller au-delà, plus loin encore que les évidences, que les choses basiques. C'est ça la cinéphilie, c'est vraiment quelque chose qui dévore beaucoup plus le temps et la personne que ce qu'on nous met comme ça sous la main trop facilement. Il y a beaucoup de choses qu'on nous balance comme ça devant notre gueule et en pensant que ça pourrait nous satisfaire. Mais non, le cinéphile, il veut plus que ça. Et il veut aller au-delà. Il veut chercher l'origine des choses aussi, pour en connaître la valeur, parce qu'il aura su la distance parcourue. On présente un film comme étant un remake. Bah, il va voir l'original pour faire la distinction. Et pour voir si le remake, il est peut-être mieux. Voilà. Ça, c'est de la cinéphilie. Et c'est encore une fois, tout le monde peut atteindre ce statut de cinéphilie. Mais combien de temps vous seriez prêt à donner pour ça ? Il y en a qui bossent beaucoup, ils ne peuvent pas prendre le temps de regarder plein de choses. Il y en a qui ont du mal à lire des choses en bibliothèque. Ils préfèrent regarder des films. C'est le temps que vous passez qui vous donnera plus d'avantages par rapport aux autres lors d'une conversation. Et aussi un cinéphile, je terminerai peut-être sur ça, cette notion de parler d'un film et de parler de cinéma. Il ne s'agit pas d'un concours de bits, et encore moins d'écraser les gens avec sa culture. Ça, je tiens quand même à le préciser, ça a l'air d'être un petit peu hors question, hors réflexion, mais je considère qu'un cinéphile est quelqu'un qui pousse les gens à regarder, et qui n'est pas là pour dénigrer l'ignorance des autres. Ah quoi, t'es cinéphile, tu connais pas ça ? Il ne s'agit pas de le formuler de cette façon, il s'agit plutôt de le formuler de la façon suivante... Ah, mais je t'invite vraiment à regarder ce film, c'est très très intéressant. Et en cela, tu l'auras plus incité à regarder le film que le mettre devant son ignorance vis-à-vis de ce film. Et donc c'est plus positif. Le cinéphile, c'est quelqu'un qui veut propager la parole, qui veut faire connaître des films. Donc il n'est pas là pour réduire les autres, parce qu'ils n'ont pas vu Citizen Kane ou etc. Il faut que la personne à qui on dit ça soit consciente que c'est un moment fort de cinéma qu'il faut avoir vu. Si la personne le sait, c'est le plus important. Si la personne compte regarder le film à un moment, c'est aussi très bien. Mais il faut pas leur reprocher le manque de temps. Encore une fois, c'est du temps passé qui vous fera devenir cinéphile. Je vais terminer avec deux blocs. Un bloc sur le Mr. Bobbin et un bloc sur le Fossoyeur. Alors, je vais prendre le bloc sur Mr. Bobbin parce qu'il est plus petit. Alors, c'était par rapport à la FAQ précédente, enfin, à une des parties précédentes, où je faisais un reproche à Mr. Bobbin, une différence, en fait, entre ces épisodes très structurés et bien construits, et les lives qui sont moins pertinents, plus insolents et plus diffus, plus nébuleux. On sent qu'ils ont l'air pas aussi clinquants que dans leurs épisodes, tout simplement parce qu'ils sont en live, ils n'ont rien d'écrit. Alors déjà, moi, la première chose que je voudrais ajouter à ça, et c'est peut-être un problème de leur part, c'est la mise en valeur du travail collectif. Parce que Mr. Bobbin, c'est pas une seule personne. On a l'habitude de voir justement des chaînes qui parlent de cinéma où il y a une personne qui fait tout, qui fait l'écriture, qui présente et qui fait le montage. Ici, c'est pas le cas. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'écrire. Et ça,
Eh bien, étant donné que c'est la même voix de Mr. Bobbin, eh ben, on a l'impression que c'est cette même personne qui fait à chaque fois une réflexion ou une pique à quelqu'un qu'on aime bien, ou etc. Alors que c'est peut-être le travail d'écriture d'une autre personne que de la personne qui gère la chaîne principale. Et ça, c'est une véritable distinction. Et ça, faudrait qu'ils mettent plus en valeur le travail collectif. Mais ça se fera pas parce qu'on a toujours cette même voix. Donc on a l'impression que Mr. Bobbin, c'est qu'une seule personne, alors que c'est faux. Et ça, je voulais absolument revenir dessus parce que voilà, ça prête à confusion. Hein. La différence entre live et épisode, elle est colossale. Ça peut être un peu délicat pour moi de considérer Mr. Bobbin avec ce facteur-là. Parce que moi, j'en voulais un petit peu à la chaîne d'avoir une telle différence de propos. Et en fait, c'est tout à fait normal. Mais il faut bien prendre en compte ce facteur-là. Et je terminerai aussi sur le fait que je ne pense pas, de mon côté, avoir une différence entre live et vidéo, critique ou que sais-je, analyse par exemple. Moi, je pense encore être à peu près droit dans mes bottes par rapport à l'impression que je dégage en live ou dans des choses qui sont enregistrées à part. Ça, c'est important. Je terminerai sur un gros bloc qui était un très vieux commentaire de Gabler Rock sur le retour, sur ce que j'avais dit sur le Fossoyeur dans une partie précédente. C'était sur l'épisode final du Fossoyeur. Gabler Rock avait fait un gros paragraphe où il disait plein de trucs intéressants. Et j'avais envie de revenir dessus. Ce n'est pas si mal que ça de faire quelque chose de très casu, si j'ose dire. C'est ce que tu sembles lui reprocher. Oui, c'est un petit peu ça. Au niveau... Mais c'est là, je reproche ça parce qu'il a moyen d'élever largement plus le débat vis-à-vis aussi de ses propres connaissances que de le laisser aussi bas. Et je pense aussi que le public peut être prêt à ça, à être impressionné aussi par un travail analytique. Et c'est ça qui me fait chier, c'est que les gens qui parlent de cinéma, qui ont une voix qui porte fort, ne poussent pas un peu plus les gens vers le haut. Et ça, c'est un travail d'écriture, c'est un travail de pédagogie. Hein. Et ça, je le regrette vraiment. En plus, une forme de malhonnêteté que ce que je conteste. Je le trouve au contraire très sincère, si je puis dire, même très humble de nous avouer qu'il aime autant un film comme les Tortues Ninja. Oui, ça je comprends bien, mais moi je reproche surtout d'utiliser comme épisode final. Et c'est là où tu avais tout à fait compris l'idée, c'est que ça revient un petit peu à la même idée que ce qu'avait fait Debache avec l'épisode final de Chroma sur Carnosaur. Cette démarche, comme tu dis, de prendre des films vraiment très contestables, voire étronfumants, pour essayer d'aller au-delà et parler de choses intéressantes en soulignant les défauts et recherchant du sens là où les gens ne cherche pas forcément à le faire. J'apprécie la démarche, c'est mieux que ce que font les deux autres, je vous laisse deviner lesquels, qui se contentent de défoncer gratuitement les films de façon gratuite. Doublement gratuite. Oui, c'est vrai, mais je trouve que pour un épisode final, vaut mieux... J'ai du mal à considérer que tu fais un épisode final sur un film qui n'a pas autant de richesse qu'un véritable climax de fin d'émission. Patrick Sébastien, pour sa dernière émission, il va faire un truc incroyable. Il va pas acheter un tout petit chapiteau tout pourri et faire venir les clodos du coin. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, moi, je trouverais ça gâché. Si je devais faire un épisode final de Cinefiles, je parle, là, dans mon cas, je prendrais vraiment un film du lourd, mais un truc gros, massif, je ferais à fond quelque chose, un truc démentiel. Je travaillerai à fond la vidéo et pas essayer presque de me forcer à retirer des choses intrigantes et intéressantes de films qui sont potables et qui donnent même pas envie aux gens de regarder. En plus, quand on spoil la moitié de l'histoire, voire même plus de la moitié, on a l'impression qu'on a déjà vu le film. Alors pourquoi le regarder ? Ça, c'est absurde. Il faut au moins donner l'envie aux gens de regarder. Quand Debache fait un épisode sur Carnosaur, pourquoi j'irais regarder Carnosaur pour voir ce qu'il a dit ? Donc, enfin, je trouve qu'il y a vraiment un vrai problème de donner envie aux spectateurs de voir le film après avoir vu la chronique de Karim Debache ou du Fossoyeur, que ce soit Carnosaur ou les Tortues Ninja. Quel intérêt on aurait de revoir le film du coup, puisqu'on a presque tout vu dans la chronique. Après, tu dis que ma charge est très frontale, c'est vrai, mais en même temps, il risque pas de venir pour me demander des comptes. Enfin, je pense pas. Et si c'est le cas, je serais ravi de lui répondre.
je vais revenir sur un dernier morceau de ton paragraphe. Quand tu dis qu'il ne dit pas tout sur le film et omet des éléments qui ne l'arrangent pas, c'est pas forcément un mensonge par omission, mais plus le fait qu'il est réceptif à ces éléments et ne voit tout, simplement pas les autres. Non, je pense qu'il les voit très bien les autres. Bon, et on parle quand même du fossoyeur de film. Hein. Je pense qu'il voit très bien les autres, mais que juste ça l'arrange pas. Il n'est pas con, hein. Même s'il fait des trucs assez casus, c'est quelqu'un qui a une capacité d'analyse qui est bien supérieure à beaucoup d'entre nous. Donc t'inquiète pas qu'il les a vus, tous les problèmes et les choses qui n'iront pas dans son sens. Et le but aussi, du coup, là, de sa démonstration, parce qu'il s'agit d'une démonstration, c'est d'enlever ça. Justement, en pensant que les gens n'ont pas vu le film. Voilà. Et ceux qui l'ont vu, ils disent « No, bif, on ne me la fait pas !» C'est ça que je trouve un peu malhonnête. Mais il s'agit encore une fois d'une démonstration. C'est le principe de la démonstration. C'est un choix. Lui, il a fait une démonstration. Ça lui permet justement d'avoir cette souplesse d'argumentation. Moi, je trouve ça dommage. Et encore plus dommage, le sujet. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu prendre, mais je trouve ça gâché. Et en ce sens-là, je le regretterai pas du tout. Je suis même content que ça s'arrête. Parce que s'il faisait encore un épisode après Tortue Ninja, je n'ose même pas imaginer ce qu'il aurait pris. Je crois que c'est fini. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir posé ces questions. Encore une fois, cette année, on a fait quand même quelques lives. Il y a quelques parties d'AFAQ, donc ça me fait très plaisir au bout de la 7e ou 6e, je sais plus combienième FAQ, il y a toujours des questions intéressantes et j'arrive toujours à rénover mon avis ou à apporter de nouvelles choses à vos questions. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra continuer à faire toujours quelque chose d'assez agréable. Et sans tabou, c'est le plus important parce que il y a des FAQ, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce filtre de censure là moi je suis content au moins. Après je trouve qu'on me pousse pas forcément dans mes retranchements. En tout cas j'espère que ces parties des FAQ vous auront plu et que les sujets que je traite, les questions, ce sont vos questions, hein, ça vous aura intéressé. Je vous donnerai donc rendez-vous pour l'année prochaine pour de nouvelles questions. Je vous remercie beaucoup pour votre encore une fois votre fidélité, votre présence et votre activité sur le chat. Encore une fois, très bonne activité sur le chat. Allez, bonne soirée à tous. Merci encore pour votre venue et à très bientôt. Allez, salut.